Nous abordons dans cette vidéo une présentation des objectifs scientifiques et pédagogiques de ce cours. Il y a 12 cours. Tout d'abord, le premier cours dans lequel nous introduisons le vocabulaire de base qui nous sera utile dans toute la suite. Nous y parlerons bien sûr des nombres sans dimension qui permettent de classifier un mécanisme aéroélastique. Nous donnerons quelques exemples, que ce soit dans le domaine aéronautique, dans le domaine des bateaux, dans le domaine du génie civil ou de l'énergétique. Et puis nous décrirons le fonctionnement des souffleries qui permettent de mesurer les forces aérodynamiques qui s'exercent sur une structure qui est plongée dans un écoulement. Comme à chaque fois, un petit exercice vous sera proposé ou un questionnaire à choix multiples. Ensuite, dans le cours numéro 2, nous abordons ce que l'on convient d'appeler le mécanisme fondateur de l'aéroélasticité. Ce mécanisme est apparu lors de la chute du fameux pont de Tacoma-Narrows en novembre 1940, quelques mois seulement après sa mise en service. Ce mécanisme a été très difficile à comprendre dans un premier temps. En fait, de nombreuses explications ont été proposées, mais ce n'est qu'une quarantaine d'années après l'accident, vers 1980, que l'équipe de Robert Scanlan a mis en évidence un mécanisme de galop, le galop du pont, qui était représenté à l'aide d'un simple modèle dit de Denartog, nom d'un mécanicien célèbre aux États-Unis, qui avait proposé un modèle d'instabilité de tabliers de pont notamment, lorsqu'ils sont soumis à un déplacement transverse à la direction du vent. Mais il a fallu par la suite prendre en compte un modèle un peu plus compliqué, de façon à rendre compte du phénomène qui s'est développé sur ce pont, et c'est Robert Scanlan qui a proposé un modèle de torsion, qui a permis de mettre en évidence ce mécanisme d'instabilité qui a conduit à la rupture du pont. Le phénomène essentiel, c'est le phénomène de vent apparent, qui est le même que celui qu'on rencontre sur les bateaux, où pour évaluer la poussée vélique, en fait, il faut prendre en compte non seulement le vent absolu, mais la vitesse du bateau, et le vent apparent, c'est la différence entre les deux. Sur le cours numéro 3, nous discutons d'un autre mécanisme important d'aéroélasticité qui est le tremblement, buffeting en anglais. Ce mécanisme est apparu sur les Wildcats pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Pacifique, et il est dû à un décrochement tourbillonnaire de la voilure principale sur la voilure arrière. Mais on peut aussi avoir ces mécanismes dans d'autres situations. En fait, voici un Wildcat, un simple modèle d'équation différentielle scalaire permet de comprendre ce qui se passe. C'est parce qu'on a en fait des coefficients qui vont dépendre du temps que l'on peut avoir ce mécanisme et mettre en évidence dans certaines situations des zones d'instabilité. Ici vous avez la fréquence des lâchers tourbillonnaires et ici vous avez leur amplitude. Et les zones jaunes sont les zones d'instabilité qui partent en fait des différentes harmoniques de la tonale, de la vibration fondamentale de la structure. Sur le cours numéro 4, nous abordons le dernier phénomène important qui est le flottement bimode. C'est un mécanisme très destructeur qui se produit lorsque deux modes de vibration ont une fréquence voisine. Dans le cas d'une aile d'avion, en général, il s'agit d'un mode de flexion d'ensemble et d'un mode de torsion également d'ensemble de la voilure. En fait, le mode de torsion capture de l'énergie à l'écoulement et il le transfère, puisqu'il y a un couplage grâce à un décentrage du centre de gravité, il y a transfert de l'énergie vibratoire vers le mode de flexion qui est très peu amorti et ce transfert se fait de façon instable jusqu'à la ruine de la structure. Ça, c'est le mécanisme donc de flottement bimode qui est extrêmement dangereux et que nous analysons dans ce cours 4. Dans le cours 5, nous abordons des outils plus évolués permettant, lorsqu'il y a instabilité sur les modèles linéarisés, de tenir compte des termes non linéaires. Des outils ont été développés
vers le début du siècle dernier par Henri Poincaré et Ivar Bendixson. Ce sont ces outils que nous évoquerons dans ce 5e cours et nous parlerons en fait des mécanismes de cycle limite, d'existence de solutions, de localisation éventuellement de cycle limite à partir d'estimations a priori en recherchant des invariants qui permettent de construire ce qu'on appelle des diagrammes de phase comme sur cette visualisation. Dans le cours numéro 6, nous appliquerons ces outils au premier mécanisme non linéaire d'instabilité que nous étudions, qui est le Stall-Floater de Den Hartog. Premier mécanisme relativement simple, néanmoins, lorsqu'il y a instabilité, les termes non linéaires ne sont pas si simples que cela à appréhender pour mettre en évidence la nature du cycle limite qui peut se développer. Dans le cours numéro 7, eh bien, nous abordons les outils qui ont été mis en œuvre et proposés par un mathématicien russe qui a vécu en France, qui s'appelait Arnold, mais d'autres comme Huygens ont proposé également ce genre d'outils et ils permettent de construire exactement, analytiquement, les cycles limites de vibration, donc apportent ainsi une meilleure connaissance, et cela directement à partir des coefficients mesurés en soufflerie. Donc c'est ce que nous développons dans ce cours numéro 7 pour pouvoir mettre en évidence les amplitudes de ces cycles limites. Nous appliquerons ensuite tous ces outils à une situation que nous avons rencontrée dans une soufflerie aérodynamique de Saint-Cyr-l'École, une soufflerie transonique, dans laquelle nous avions testé un avion militaire, ici c'est le Rafale, et sous de fortes incidences, eh bien, un mécanisme assez curieux de coupure de venturi se produit entre l'aile delta principale et l'aile qui est en fait appelée le canard, qui est un peu en amont. Lorsque l'angle d'incidence de l'avion est trop important, eh bien, le venturi créé par ces deux ailes disparaît et cela produit une variation assez brusque du centre de poussée aérodynamique qui lui-même conduit à une instabilité très voisine d'ailleurs de celle qui est rencontrée dans le mécanisme de torsion du pont de Tacoma-Narrow. Le cours 9, lui, aborde les problèmes de contrôle anti-vibration dans les structures aéronautiques. Alors on commencera par le cas le plus grave pour les avions, qui est le flotteur bimode, et on verra que même l'instabilité peut être contrôlée à condition d'utiliser un contrôle suffisamment robuste. Alors on verra différents types de contrôles, mais surtout on verra ce qu'on appelle des contrôles exacts, qui sont des contrôles de phase, et qui permettent de stabiliser, de traverser même les zones en zone de vitesse qui donnent naissance à ces mécanismes d'instabilité de flottement. Ensuite, eh bien, dans le cours 10, nous appliquerons ces outils de contrôle exact au cas du modèle non linéaire de Den Hartog. Donc, au-delà de la connaissance des cycles limites, eh bien, il y a les possibilités de supprimer ces vibrations, en tout cas de les réduire, sur le plan théorique même de les supprimer à l'aide d'un contrôle exact. Et nous avons la possibilité d'avoir des simulateurs numériques dans ce cours qui vous permettront d'appréhender l'influence des différents paramètres. Sur cette photo, vous avez la photo du professeur Jung, qui fut l'un des grands développeurs de la théorie de l'élasticité, le professeur Y.C. Fung. Sur le cours 11, nous faisons à peu près la même chose, mais sur le modèle d'instabilité en torsion de Robert Scanlan. Donc cette fois, c'est le modèle non linéaire aussi qui est utilisé, et nous construisons le contrôle exact, ce qui est un peu plus compliqué, parce que la non-linéarité du Stall-Floater en torsion est beaucoup plus complexe que dans le cas linéaire. Voilà, alors évidemment, la synthèse de cet ensemble de cours se fera dans le cours numéro 12, où nous abordons les bateaux volants du type classe America. Vous avez sur cette photo le bateau qui a gagné
la Coupe de l'América en 2013 dans la baie de San Francisco. Et ce sont des bateaux équipés de foils, on les appelle les hydroptères, qui permettent de sortir de l'eau, de voler quasiment. Et la stabilisation du bateau est quasiment assurée parce qu'il a été conçu pour être stable. Mais lorsque ce bateau traverse des zones où l'eau est perturbée, par exemple dans le sillage du bateau qui le précède et qu'il essaye de doubler, eh bien, il y a un problème d'instabilité, notamment lors des virements de bord. Et c'est là où se passe l'essentiel du gain ou de la perte de la course, ce qu'on appelle en anglais le tacking. Et c'est cela qu'il faut essayer de contrôler en jouant sur l'incidence du foil. Le foil qui est plongé dans l'eau, qui ressemble à une aile que l'on contrôle à l'aide d'un système automatisé. Et les Américains ont mis en place un système très astucieux qui leur a permis de gagner de façon spectaculaire la Coupe de l'Amérique en 2013. Quant à 2017 pour la future Coupe qui aura lieu aux Bermudes, eh bien la technologie n'a plus de limite. On développe des outils extrêmement sophistiqués. Et ce projet qui vous est proposé dans ce cours 12, en fait, permettra d'aborder quelques idées qui relèvent de ce que on a vu dans les cours précédents et qui devraient permettre d'améliorer la vitesse du bateau. Ce qu'il faut voir, c'est que, vous voyez sur cette photo, le bateau va à 50,8 miles per hour, ce qu'il faut multiplier par 1,6 si ce sont des miles, et si ce sont des milles nautiques, il faut multiplier par 1,8. C'est-à-dire que vous avez un bateau qui ici va aux alentours de 80 km/h, ce qui est une vitesse énorme par rapport à la vitesse du vent, alors que le vent est plutôt de l'ordre de 20 nœuds, hein, c'est-à-dire 20 milles nautiques par heure. Voilà ce que nous allons vous proposer et nous espérons que vous en tirerez le meilleur profit dans ce cours que vous pourrez suivre à votre guise, puisque tout est accessible à tout instant dans le principe du cours à distance.